Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, sur l'écran de droite, vous avez l'insigne de notre régiment, du 32e régiment d'infanterie, sur lequel, vous pouvez le lire déjà, j'étais tranquille, le brave 32e était là. Ce sont les paroles de Napoléon le soir de la bataille de Lonato. Et sur le côté droit, entre le lion, derrière le lion, il y a marqué l'invincible. C'est peut-être pas très modeste, mais c'était comme ça. Alors, je me présente. Saint-Marc Robert, vice-président de l'Amicale des anciens combattants des 32e et 232e régiments d'infanterie. J'ai participé à toute la bataille de la Sarre, toujours en première ligne, en qualité de caporal du 2e groupe de la 11e compagnie. Je n'ai pas été blessé, mais j'ai vu beaucoup de morts, de camarades morts près de moi. Bien qu'âgé de plus de 90 ans, je n'ai pas fait de déplacement de Gironde à Moselle pour un simple pèlerinage. C'est beaucoup plus profond dans mon âme. C'est par devoir de mémoire, mais aussi pour plusieurs autres raisons. Lorsque l'un de mes camarades mourait près de moi sur le champ de bataille, je lui faisais la promesse suivante. Pars tranquille, je mettrai tout en œuvre pour que ton sacrifice ne soit pas oublié. C'est donc par fidélité pour accomplir cette promesse que je suis venu assister aux cérémonies du 70e anniversaire de la bataille de la Sarre. Je suis venu aussi pour rendre un hommage solennel à la mémoire de mes 64 camarades du 32e ERI morts pour la France dans les combats. Je suis ici également pour pouvoir dire depuis le champ de bataille l'exacte vérité sur ce qui s'est passé à l'époque et qui depuis 70 ans est toujours caché au peuple de France, sous couvert d'allégations mensongères, infamantes et même déshonorantes. En effet, aucune radio nationale, aucun documentaliste, aucune haute autorité, même militaire, n'en fait état nulle part. Et pourtant, à commencer par vous qui habitez à l'époque dans les villages frontaliers, dont fait partie Ormersvillers, vous en avez été les premières victimes. Dès les premiers jours de la guerre, vous avez été évacués, vous avez abandonné tout ce que vous possédiez. À votre retour, vous n'avez plus rien trouvé, sauf peut-être votre maison écroulée ou fortement endommagée, complètement vide, votre chapelle Saint-Joseph écrasée et votre église sans clocher. Pour nous, c'est notre vie qui allait être mise en péril. Nous allions le voir par la suite. Mais auparavant, je dois vous placer dans le contexte de la mise sur pied de guerre des 32e ERI et de notre préparation morale. Vous verrez comment ça se présentait. En 1939, le 32e régiment d'infanterie est en garnison à Tours, en Indre-et-Loire. Vous avez la caserne Baraguet-Dillier de Tours où nous étions en garnison. Il ne comprend que l'effectif réduit du temps de guerre, du temps de paix composé d'appelés du contingent des classes 1937 et 1938. Pour sa mise sur pied de guerre, à partir du 25 août 1939, il va recevoir des réservistes des classes 1934, 35, 36, rappelés sous les drapeaux. Là, c'est l'ordre de mobilisation générale, mais les gens avaient été rappelés avant avec des ordres d'appel et des affiches semblables, mais qui portaient des numéros. Et celui qui avait le numéro sur son fascicule de mobilisation devait rejoindre immédiatement son corps d'origine. Qui sont ces hommes qui ont été rappelés et ceux qui étaient les appelés du contingent? Ce sont en majeure partie des agriculteurs. Il y a aussi des ouvriers, des petits commerçants, des petits fonctionnaires. Ils sont encadrés par des enseignants et des séminaristes. La 11e compagnie va être commandée par un capitaine cadre d'entreprise. Les sections seront commandées par des enseignants, sauf une, qui sera sous les ordres d'un sous-officier de carrière parce que l'officier ne va pas rejoindre. Outre
ce sous-officier, la 11e compagnie ne comprendra qu'un autre cadre de carrière, l'adjudant de compagnie. Tout l'effectif est donc composé de réservistes appelés du contingent, c'est-à-dire des gens qui sont pour la paix. Tous ces hommes sont originaires de l'ouest de la France, Aquitaine, Poitou-Charentes, Anjou, Berry et Touraine. Ce ne sont donc pas des guerriers et encore moins des mercenaires qui vont mettre leur jeune vie en péril, la plupart, pour 50 centimes par jour. Habillement. Vous voyez comment ils sont habillés? La diapo précédente, s'il vous plaît. Vous voyez comment ils sont habillés là en détail. Ils ont perçu une tenue kaki, capote et chandail sans veste, une culotte avec des bandes moltières et des brodequins en cuir cloutés. La diapo suivante, voilà. Alors vous voyez, il y a le sac à dos et la couverture, le car, le bidon, la cartouchière au ceinturon avec les cartouches dedans, le fusil modèle 1907-15, enfin je vais y arriver. L'armement, dans les compagnies dites de fusiliers voltigeurs, par exemple la 11e compagnie, par groupe de 12 hommes, il y a un fusil mitrailleur, modèle 1924-29, avec 3000 cartouches de calibre 7,5. Le nombre de cartouches paraît important, mais il faut les transporter à dos d'homme, et le fusil mitrailleur tire à la cadence de 450 cartouches à la minute. Faites le compte, combien de temps ça va durer, les 3000 cartouches. Chaque homme est doté d'un fusil, soit du modèle 1907 modifié en 1915, soit d'un mousqueton modèle 1892. Il y a même par groupe un fusil modèle 1886, à culasse renforcée pour le tir des grenades à fusil. Ces armes individuelles sont du calibre 8 mm, elles ne peuvent donc pas être échangées, elles ne peuvent donc pas échanger leurs munitions avec celles du fusil mitrailleur. La dotation en cartouches à fusil est de 100 par homme. Dans les compagnies dites d'accompagnement, il y en a une par bataillon, elles possèdent des mitrailleuses Hotchkiss, rescapées de la guerre 14-18, tirant des cartouches de 8 mm, non échangeables avec celles des fusils mitrailleurs. Le nombre de cartouches pour ces armes est limité en raison du poids pour le transport. Les transmissions. Du bataillon aux compagnies, les transmissions sont assurées par des téléphones de campagne, dont les fils traînent à terre ou au mieux sont accrochés dans les arbres, donc très sensibles au bombardement. À l'intérieur des compagnies, les ordres et les comptes rendus sont transportés à pied par des agents de transmission. L'équipement. Les véhicules servant au transport divers, cuisine roulante, armement lourd, etc., sont ceux de la guerre 14-18 ou réquisitionnés. Ils sont équipés de roues en bois cerclées de fer, ils sont tirés par des chevaux de labour réquisitionnés dans les exploitations agricoles. Après tous ces détails, dès les derniers jours d'août 1939, le 32e Héry est considéré sur pied de guerre et prêt à partir pour le front. La préparation morale des hommes. En ce qui concerne notre préparation morale, voici ce que nous avons reçu. Si vous voyez devant vous un homme habillé autrement que vous, tuez-le, sinon c'est lui qui vous tuera. Quand à 20 ans, on vous tient un tel langage, cela vous place devant un cas de conscience qui ne peut être résolu que par l'instinct de conservation. Ce sera vite le cas. Et je vous signale que, avant de partir, nous n'avons pas eu même la moindre permission pour aller dire au revoir aux familles.